cette deuxième intervention, nous accueillons le Dr Antoine Devos, qui est pédopsychiatre de service public à Bayeux, et l'équipe de la Clé des Songes sur le thème se réunir à l'épreuve du morcellement. Donc je vous laisse la parole, et puis je vais poser le deuxième micro, comme ça on pourrait le faire circuler, et on va essayer de réparer les autres. C'est vrai que ça va être possible. Merci beaucoup. Bon, merci. Voilà, en fait, Pierre nous a beaucoup parlé de la réunion de constellation transférentielle, et en fait, on va vous parler d'une autre réunion à laquelle on peut articuler à la réunion de constellation transférentielle, qui est la réunion soignant-soigné, la réunion qu'on pratique avec les enfants à la Clé des Songes depuis maintenant une dizaine d'années, qu'on appelle la réunion du vendredi. Et en fait, ces deux réunions sont probablement, la réunion transférentielle et la réunion soignant-soigné, comme les deux soleils, on pourrait dire, du travail institutionnel, du travail de la clinique institutionnelle, parce que l'une renvoie toujours à l'autre. Il faut toujours être au moins un autre, hein, c'est-à-dire une réunion de constellation transférentielle doit pouvoir être articulée à d'autres espaces de réunion, et notamment la réunion soignant-soigné, qu'on a la chance de pouvoir vivre depuis ouais, à peu près une dizaine d'années dans un hôpital de jour qui s'appelle la Clé des Songes, qui se trouve à Bayeux, dans lequel on accueille des enfants qui ont entre 6 et 12 ans, qui ont des problématiques autistiques, psychotiques, et voilà, en gros. On a intitulé cette présentation « Se réunir à l'épreuve du morcellement » puisque, comme Pierre nous en a beaucoup parlé, il y a ce mot d'épreuve. Voilà, ce mot d'épreuve qui est très en lien avec la question de l'expérience. Et l'expérience, c'est quelque chose qui nécessite d'en passer par l'épreuve, par une épreuve. Alors, il y a des mots comme ça qu'on peut, comme dit Virginia Woolf, qui peuvent nous tenir compagnie dans notre travail, comme le mot d'épreuve. Où il s'agit finalement de sentir qu'on est traversé, éprouvé par cette rencontre avec les enfants, qui, vous allez l'entendre, nous pose question, nous tiraille, nous bouleverse, nous émeut profondément. Et puis il y a une autre épreuve, donc ça c'est l'épreuve, on va dire, de la rencontre, et puis il y a cette autre épreuve qui est l'épreuve de se réunir. Et se réunir, c'est pas quelque chose de si facile. On a bien entendu tout à l'heure la nécessité de pouvoir rassembler tous ces morceaux quand on est éclaté, éparpillé, etc. C'est vrai pour les enfants psychotiques, mais c'est aussi vrai pour tout un chacun. Et parfois, il suffit de mettre en place une réunion dans un service pour qu'on entende, depuis qu'il y a la réunion, on n'arrive plus à se parler. Et c'est une des raisons pour lesquelles les réunions, on n'en fait plus, hein, c'est-à-dire puisqu'on court un risque qui est celui d'entendre qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres, qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Et c'est pourtant absolument nécessaire pour tenir ensemble et offrir la possibilité que les enfants ont de se rassembler pour se représenter l'autre et le monde. Et quand on entend la colère je me permets juste de faire le lien comme ça, de Pierre de Lyon tout à l'heure, peut-être que c'est à situer du côté, moi je ne vais pas parler avec lui, mais c'est à situer du côté du rapport à une forme d'efficacité. C'est-à-dire que quand on a éprouvé, c'est-à-dire quand on a vécu, qu'effectivement c'était efficace, quand on voit qu'on ne peut pas le faire, alors on se dit mais c'est terrible, quel gâchis. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas vu que c'était efficace, on peut toujours dire oui, bon, voilà. Mais quand on l'a éprouvé dans sa chair, il est d'accord, Pierre? Oui. Quand on l'a éprouvé dans sa chair, après on regarde les choses, on s'est dit mais c'est terrible ce qui se passe, quel gâchis. Donc voilà, qu'est-ce qui peut donner aussi naissance à la colère. Mais aujourd'hui, on vous parle de cette expérience et de cette épreuve, de se réunir avec les enfants le vendredi à la Clé des Songes, et vous allez entendre, voilà, comme on dit, un concept cher à Toscaïès, la polyphonie de nos voix, chacun ayant écrit, puisque l'expérience ne peut se traduire
ne peut se transmettre que par une mise en récit de nos propres éprouvés. Et donc chacun a fait l'exercice, un exercice qu'on pratique à la Clé des Songes, de mettre en récit certains moments de la vie clinique et institutionnelle, et c'était le cas, et c'était l'occasion nous était donnée aujourd'hui de vous partager ça. Alors je ne sais plus qui commence, on ne l'a pas défini. Enfin, qui veut commencer? Ce qui est intéressant, c'est d'entendre toutes ces voix qui discutent entre elles, hein, voilà. Ah, il y a Antonin qui est parti. Alors, la réunion d'enfants est une épreuve. Ça l'est pour les enfants, ça l'est également pour moi. En tant qu'adulte à peu près normalement constitué, je suis à l'aise sur ce que je partage au quotidien avec les enfants de l'hôpital, mais pour ce temps de 3/4 d'heure de réunion, je me retrouve éprouvé, un peu comme les enfants peuvent l'être. Enfin, toute proportion gardée. Bon, je ne sais pas exactement comment les enfants vivent en eux ce temps fort qui termine la semaine. Mais en tout cas, moi, lorsque cela se termine, j'ai l'impression d'avoir été vidé, bousculé, éreinté. Pourtant, je n'ai pas été tant bousculé, quoique un peu quand même. Je n'ai pas été tant actif au point d'être épuisé. J'étais d'ailleurs moins vidé lorsque j'étais animateur de la réunion. J'étais actif en tant qu'acteur de la réunion et cela devenait plus constructif pour moi. Je parle de moi, mais la question qui se pose, c'est à qui la réunion doit-elle profiter? Bon, aux enfants. Mais, en partant de ce qui se passe en moi, peut-être puis-je toucher, effleurer ce qui se passe chez eux. Et puis inversement, si je comprends un peu ce qui se passe chez les enfants, j'aurai peut-être une piste pour comprendre ce qui se passe pour moi, ce qui doit se transformer pour que je réussisse cette épreuve et pour ne plus à la fin me sentir fragilisé, vidé psychiquement. Mais aussi, est-ce une défaite de finir dans cet état? Pour revenir aux éprouvés des enfants, j'ai l'impression parfois d'en ressentir quelques-uns, toute proportion gardée. Cet état d'hypervigilance dans lequel ils peuvent être, ça arrive à se communiquer. Moi aussi, je me sens mieux assis pour manger, avec le dos au mur. Ce mur qui me rassure d'être protégé de toute intrusion qui pourrait venir par derrière. Moi aussi, je peux me sentir déstabilisé lorsqu'arrive un imprévu. Un collègue est malade, il faut modifier le programme. Il y a peut-être une petite pointe d'angoisse. Ça me fait penser que c'est facile pour moi, vu que je sais toujours en gros ce qui va se passer. Le déroulé des activités, des journées, de la semaine, de l'année. Mais si tout d'un coup tout devenait flou sur ce qui va se passer, ça irait si j'étais sûr que ce soit que de bonnes choses. J'irais bien heureux de surprise en surprise, comme à l'ouverture de cadeaux à Noël. Mais si j'étais dans l'ignorance de quel bon ou mauvais moment allait me tomber dessus, ou de quelle épreuve insurmontable ou pas, ou de moments de détente que j'allais passer, c'est clair, je serais dans l'hypervigilance. Mais bon, je m'éloigne du sujet que j'essaye d'introduire. Ça ne sera qu'une introduction finalement sur l'hypervigilance. En tout cas, je suis un peu dans cet état lorsque j'essaye de faire en sorte que la réunion se passe correctement, dans de bonnes conditions. Car il y a ce devoir de maintenir la réunion, en maintenant un peu les enfants. Maintenir pour que toute cette énergie ne fasse pas de tsunami. Mais le maintien, le contrôle me paraissent en même temps contre-productifs. Ça ne m'aide pas, en tout cas, à être acteur de la réunion, que j'ai d'ailleurs du mal à suivre. Mon attention est tournée vers les enfants à côté de moi pour les soutenir, les observer, les occuper, les distraire. Enfin, je parle pendant la réunion. Les observer, les occuper, les distraire, leur trouver des idées de transformation. Car pendant la réunion, il y a le in et le off. Le in, les enfants qui s'expriment officiellement en prenant la parole, et le off. Tout ce qui se vit à côté. Trop long à développer. Mais le off fait partie aussi du in. Et cela fait du bien lorsqu'on ramène une problématique vécue dans l'espace de la réunion, qu'on l'exprime officiellement en parole. La réunion profite à qui? Entre soignants et soignés, comment pouvons-nous tous en profiter? L'idéal serait que les enfants soient encore plus partie prenante de la tenue de la réunion, avec une certaine responsabilité. Ce qui se
déjà. Et vu que la réalité s'écarte de l'idéal, le doute et l'angoisse prennent forme en me poussant dans le devoir du contrôle, un certain contrôle face à ce sentiment de morcellement. Alors, bon, il faut donc croire en cet idéal, faire en sorte d'y tendre, et pour cela, par exemple, aider à préparer les bagages avec lesquels les enfants arrivent en réunion. D'où l'importance de faire prendre sens à ce qui se passe dans la semaine, avec les outils institutionnels, les propositions, les métiers, les râlages, les clés de couleur, le petit journal, les exposés. Voilà, c'est la conclusion de mon introduction. Avant la réunion, c'est bien d'aller crier un peu en pièce ressource, puis d'aller faire caca. C'est ce que je dis aux enfants. Ça ne m'est pas venu comme ça, c'est Kevin qui me l'a appris. C'est sa dernière réunion. Je l'accompagne au plus près. Nous descendons du groupe vers l'assemblée. Il a besoin d'aller pousser un cri strident en pièce ressource, puis il va aux toilettes. De là, il me dit « Vas-y, t'inquiète pas, je vous rejoins. » Effectivement, il nous retrouve et prend place à mes côtés. Il dessine pour la réunion. 2 dessins très travaillés, très beaux, très affreux, intensément angoissants, très délimités et finis. Un âne éventré, énucléé, les entrailles répandues au sol, et un paysage glauquissime, surplombé par une entité monstrueuse dans un ciel menaçant. Parfois, il prend physiquement appui sur moi, mais quand il prend la parole, il se redresse, parle clairement et à propos. Il est écouté. À la fin, au coup de chapeau, il remercie tout le monde pour l'aide qu'il estime avoir reçue. Il est touché et touchant. Je me demande comment il peut être si angoissé et si fort et juste. Il est comme ça, il le sait. Il vit avec ses angoisses massives et trouve la force d'être avec nous. Cela n'a pas toujours été le cas. Quelques semaines plus tôt, il m'avait dit, cherchant une réaction, que nous ne lui avions servi à rien. Je lui avais répondu qu'il faisait partie de notre histoire et nous de la sienne, que ces années à la clé des songes avaient peut-être permis de sortir de l'hospitalisation à temps complet pour aller vers l'ITEP. L'hôpital de jour n'est pas un projet d'avenir, mais un pont vers l'avenir. C'est un fait marquant pour moi que Kevin, pour cette dernière réunion, n'a pas tenu à s'inscrire pour être président ou secrétaire, poste qu'il avait déjà occupé. Il n'a pas eu besoin de la reconnaissance de ses pairs par l'élection. Il a eu l'intelligence de se libérer du poids du mandat pour être tout à la réunion, y participer pleinement. Une fois, alors qu'il avait été élu, il avait saboté la réunion. Un sabotage réussi. Une réunion chaotique, explosive, hardcore. Puis il a essuyé plusieurs échecs avant d'être réélu. Je lui avais parlé du sentiment de trahison, de la difficulté, du temps nécessaire à regagner la confiance des autres. Il est revenu, il s'est investi. La réunion est un outil tout à fait exceptionnel, d'une efficacité redoutable, qui parle du groupe et des individus, du dedans, du dehors. Chacun y a sa place, et chacun n'y trouve sa place que parce que les autres y ont la leur. Mardi 14 novembre 2023, sidération. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la grande réunion du vendredi, c'est sidération. Combien de sidérations ont été données à vivre, m'ont traversé? Un nombre incalculable. Mais certaines ont laissé en moi des traces plus prégnantes, m'ont abîmé, mais en même temps, avec le recul et le temps passé, m'ont transformée, m'ont rendue plus forte, plus accueillante à la souffrance de l'autre. Développons. Celle qui a demandé le plus de temps à guérir en moi, c'est celle où, sidérée, sur ma chaise, j'étais incapable de bouger. Je n'arrivais pas à me concentrer sur le moment présent de la réunion et où j'étais happée par ce que j'imaginais de ce qui se passait à l'extérieur. Le bruit des meubles déplacés, le bruit d'objets renversés sans que je puisse identifier lesquels, les sorties intempestives des enfants au fur et à mesure du déroulé de la réunion, les voix des enfants dans le jardin, des cris, m'envahissaient complètement. J'avais seulement en tête qu'il n'y avait aucun adulte pour les protéger. J'avais peur de ce que Paul pourrait faire, j'avais peur pour Lydia, je me liquéfiais de plus en plus sur ma chaise. Je n'avais qu'une envie, c'était de sortir pour rejoindre les enfants.
L'injonction qui nous avait été donnée de rester en réunion m'empêchait de le faire et j'étais en colère. Avec le recul, je me suis toujours demandé pourquoi je n'ai pas réussi à me lever et à partir, pourquoi je n'ai pas réussi à défier l'autorité et m'opposer à l'injonction qui n'était pas un interdit posé. Pâle, livide, recroquevillée à l'intérieur de moi-même, j'étais figée, la respiration coupée, tendue à l'extrême. Un enfant Lucien a surgi du dehors en pleine réunion. Il est venu demander de l'aide, a dit que Lydia se faisait agresser et taper. La réunion s'est terminée. En voulant sortir de la salle, nous avons découvert le carnage à travers les carreaux de la porte du réfectoire. Celle-ci était bloquée par le canapé du salon qui barrait le passage et qu'il a fallu enjamber. Des plantes avaient été renversées, de la terre jonchait le sol du salon et des jouets cassés, broyés, étaient éparpillés comme un chemin de petits cailloux jusqu'à la sortie vers l'extérieur. Ça me donne toujours envie de pleurer, rien qu'à évoquer ce souvenir, avec les émotions qu'il convoque encore en moi et qui sont la tristesse, l'impuissance, la culpabilité et un sentiment très fort d'avoir abandonné Paul et d'avoir participé, d'avoir été complice de ce qu'il a fait subir à Lydia. Dur pour la professionnelle que je suis, la maman, la femme et la petite fille à l'intérieur de moi. Culpabilité intense de n'avoir pas réussi à me lever pour aller la protéger, elle, Lydia, mais aussi tous les autres qui se sont trouvés là et ont participé non seulement à ce chaos total, mais surtout à cette agression. Il y a encore en moi beaucoup de culpabilité, de questions sans réponse face à cet événement. Mais il y a eu l'après, ce que ces faits ont permis de travailler en chacun des enfants concernés, avec les enfants, entre nous professionnels, par rapport à la réunion, à son déroulé. Cet événement a participé à l'élaboration de ce qu'est aujourd'hui la réunion. L'autre souvenir que je voudrais évoquer, c'est aussi un événement assez douloureux, où je subis les crachats incessants de Tristan pendant la réunion, et où, à notre demande de pouvoir sortir de la réunion, un refus nous est posé. Il faut donc, de ce fait, continuer de supporter, de se faire cracher dessus. Je suis en colère intérieurement, c'est insupportable. J'en ai plein les cheveux, la figure, sur les lunettes, je me sens salie, et c'est comme si l'institution le permettait et ne me protégeait pas. C'était l'année dernière en mai. Vendredi 10 novembre 2023, je suis assise à côté de ce même enfant. Nous dessinons ensemble un cupcake fait en art pixel. Il a fallu les jours précédents que j'accepte de faire à la place de Tristan, à côté de lui, pour lui. Ce vendredi-là, pendant la grande réunion, pour la première fois, il s'autorise à colorier une ligne, puis une seconde après que j'ai colorié à mon tour. Il n'est pas sorti de la réunion, n'a pas craché une seule fois, s'est agrippé par moments à mon bras, à notre coloriage en commun. En mai l'année dernière, je n'aurais même pas pensé que cela soit possible. Pourtant, ça c'est arrivé, ça l'est. 24 semaines de portage de Tristan, 24 semaines à supporter les crachats, à transformer la relation, à créer des liens malgré toutes ces projections salissantes au sens propre comme au figuré, visant peut-être à mettre à distance l'autre, point d'interrogation, à le faire fuir, à voir s'il serait détruit, à éprouver sa capacité à tenir. Je n'ai pas les réponses, mais je peux témoigner seulement de ce qui a changé dans la relation entre moi et Tristan. Tristan maintenant vient spontanément se blottir dans mes bras en m'enlaçant et me dire « Je t'aime, Corinne ». Il peut même percher sur le poney, me demander un câlin, comme pour se réconforter. Peut-être a-t-il un peu peur sur le poney. Mais il peut aussi demander lors de la même séance que je ne tienne plus le poney. Comme pour me montrer qu'il peut agir seul et être moins dépendant de ce que je représente pour lui en tant qu'adulte. Il est plus sujet, il me fait plus confiance, il se fait plus confiance. Bien sûr, il y a encore des moments où il gère moins bien ses émotions, où il peut se montrer insultant, verbalement, ta gueule, sale pute, ou gestuellement, doigt d'honneur. Mais les moments de crise durent moins longtemps. Il tient compte de l'autre, entend mieux les sentiments que l'autre exprime. Il est plus à l'écoute, il accepte plus facilement d'être consolé, il grandit.
Bonjour à tous, je suis Mathieu, éducateur à la Clé des Songes, et j'ai appelé mon écrit Dans le bocal. Vendredi, rendez-vous 14h45 pour la grande réunion, ou la réunion avec les enfants. En descendant pour nous y rendre, on peut sentir la ferveur monter. Une joie de tous se retrouver, mais un stress certain est en train de monter. Nous sommes accueillis à la porte par le décideur, qui nous dit quand nous pouvons entrer. Puis nous allons nous installer, chacun à sa place. Au préalable, on a essayé d'en parler, de la préparer. Avez-vous écrit des choses dans le cahier? Avez-vous des choses à raconter? Que voulez-vous y amener? En effet, on cherche des outils, des moyens pour contenir. Certains ont besoin de s'agripper à des objets. Alors il faut éviter la profusion des projectiles potentiels. Mais même les mains vides, la salive peut s'envoler et retomber sur nos vêtements ou nos visages, à tout moment. Nous devons nous préparer psychologiquement à recevoir, à absorber. Le poisson rouge est là, dans le bocal, à nous observer. Que doit-il penser? Il peut parfois être mis à l'épreuve lui aussi, et même être évoqué. Nous avons plusieurs fois parlé de lui. Il doit se demander qui sont les agités du bocal. Les enfants, patients de pédopsie, les adultes qui organisent ce grand bazar, ou lui-même. Les rôles ont été distribués. Des adultes occupent des places, le décideur, l'animateur qui change après une longue période, et les enfants d'autres, le secrétaire, le président, qui eux sont élus dans la semaine. Le président devra animer, faire défiler les rubriques, donner la parole. De son aptitude à tenir son rôle dépendra le déroulement. Il est appuyé sur sa chaise rouge et par l'animatrice. Il dirige la matrice, comme il peut, car souvent ça dévisse. Ici, pas de vernis social et pas de politesse qui étouffe les émotions, comme des insectes dans un bocal de verre. Tout est vécu à fond. La place de chacun est importante, la parole aussi. Alors je vous laisse imaginer la vie comme elle y est exprimée. Des cris, des danses, des projections, des coups de chapeau, des courses, des dessins, du jeu, des mots, des gros mots. Mais comme le disait M. Frédéric Gézégou, ce n'est pas parce que le poisson est rouge dans le bocal qu'il y a le feu. Ça ressemble à une épreuve. On en ressort lessivé. Mais lorsque c'est digéré, récapitulé, débriefé, que les ressentis sont partagés, réémerge la parole de l'enfant. Tout ce qu'il a dit d'intéressant. On se rend alors compte de la richesse des prises de parole, que tous les enfants ont pu s'exprimer, qu'on a pu voter, soit des propositions, soit des changements de clés, que la parole a été partagée. Tout ça au milieu du mouvement, du vacarme. C'est assez impressionnant de voir comme tout cela retombe quand la fin est annoncée. Nous restons dans le même lieu pour faire la cafétéria. La pièce ne ressemble plus à un bocal alors, que rien n'a vraiment changé. Même personne, presque la même disposition, juste quelques tables ont bougé. Et pourtant cette pression est retombée, le calme retrouvé. On vit bien là une expérience hors du commun. Nous, les professionnels de la Réunion, par cette rencontre que nous leur imposons. Je me demande si moi-même, à leur âge, j'aurais été capable de prendre la parole devant tout ce monde. On n'y m'a jamais confronté. Je vois bien ce que cela peut leur apporter. De ce moment solennel émergent toutes les facettes de l'être humain, de ses émotions, de son fort intérieur. On en attendrait autre chose, un temps calme où les enfants seraient posés et parleraient tranquillement. Mais de ces enfants-là, ces morcelés, ces angoissés, ces agités, ressurgit la nature humaine, de la difficulté à se confronter, à trouver sa place et à s'exprimer. Nous, les adultes, devons être le socle qui le leur permet, en assurant leur parole et leur place. Il n'est pas facile de décrire, de représenter ce moment de vie intense. Le mieux, c'est de le vivre. Le morcellement, concept que j'avais beaucoup de mal à imaginer avant de rencontrer les enfants de la Clé des Songes. En regardant dans le dictionnaire, j'ai trouvé comme synonyme démembrement, désagrégation. Je trouve cela assez parlant. Cela fait quelques semaines que je suis animatrice de la réunion des enfants le vendredi après-midi. Mon rôle est d'accompagner le président, qui est un enfant, afin qu'il puisse mener la réunion, passer les différentes rubriques, distribuer la parole, bref, tenir la barque. J'avoue m'être proposée pour assurer ce rôle dans l'idée de pouvoir me protéger de ce qui se joue à l'extérieur de la réunion. Souvent, les enfants sortent de la réunion et un ou plusieurs soignants sortent également afin d'essayer de les amener à revenir. Et si l'intérieur de la réunion peut être chaotique, désorganisé, ce n'est rien en comparaison de ce qui peut se jouer à l'extérieur. J'ai souvenir d'une réunion, il y a quelques mois,
où je suis sortie avec un enfant, et je ne sais plus trop comment, pourquoi, mais nous étions 2 soignantes dans le jardin avec 4 enfants. 2 pour 4, pas si mal en termes de taux d'encadrement, me direz-vous. Et pourtant, je me suis sentie tellement démunie, tellement seule, malgré la présence de ma collègue et des enfants, que j'en aurais pleuré. Les bras m'ont tombé, comme on dit. Tiens, c'est déjà un peu du morcellement, ça, non? Fabrice, l'enfant que j'étais censée accompagner, était parti dans un rire fou, tout en grimpant partout. Albert nous lançait des regards terrorisés, accompagnés d'un chapelet d'insultes et de crachats. Gaston se crachait dessus tout en baissant son pantalon, perché en haut du toboggan. Je ne sais même plus qui était le 4e enfant, peut-être n'était-il que 3 finalement. Difficile d'en estimer le nombre, étant donné que j'avais l'impression qu'il y avait des bouts d'eux aux 4 coins du jardin. Dès que je m'approchais de Fabrice, il montait plus haut pour que je ne l'atteigne pas. Dès que je m'éloignais, il faisait en sorte que je revienne vers lui en se mettant en danger. Avec ma collègue, nous tentions une mise en mots de ce qui se passait là, de nos ressentis, de la nécessité de retourner en réunion. Rien n'avait de prise. Les bras m'ont tombé. Forte de cette expérience, je me suis proposée en tant qu'animatrice en me disant qu'au moins, je ne serais pas obligée de sortir. Force est de constater que, de cette place, ma pensée ainsi que le sentiment de continuité d'existence sont nettement moins attaqués. C'est comme si ce rôle me donnait un squelette suffisamment solide pour résister face au morcellement en jeu. Et je me dis que pour certains enfants, c'est peut-être aussi le cas. Assister à la réunion permettrait que quelque chose tienne malgré tout. Je pense à Amandine qui revendique haut et fort une nécessité d'être protégée des attaques de Kevin, elle qui jusqu'à présent n'écrivait que très peu de râlage. Je pense à Alex qui demande sans arrêt la parole, lui qui était beaucoup dans le retrait dans son monde. Il a même proposé qu'à la place des coups de chapeau, ce soit plutôt des pépites sur la tête. Mais parfois c'est trop et c'est la fuite. On voit bien à quel point cette expérience d'être tous ensemble, de se parler et de s'écouter, est à la fois structurante, mais également douloureuse, et l'occasion de donner à voir ce par quoi ils sont traversés. Albert était président, fier d'être élu, habillé pour l'occasion, chemise et nœud papillons. Mais très vite il est débordé, par toutes ses angoisses peut-être, mais aussi par tout ce que les autres enfants donnent à voir. Il ne peut plus tenir son poste, être notre fil conducteur. Alors c'est à moi de le faire, mais il va me savonner la planche. Il prend tout ce à quoi je me raccroche, papier pour prendre des notes, cahier de réunion pour le jeter. Il insulte copieusement l'enfant à côté de moi, me tape. Ma pensée est attaquée, mais je tiens bon. Et de temps en temps, il se pose et me glisse à l'oreille qu'il ne verra pas sa mère ce week-end parce que c'est un jour férié, ou plus tard qu'il a été témoin de gestes inadaptés de Kevin sur Amandine et qu'il a eu peur. Même dans ce qui semble être le chaos, ce lien n'est pas rompu et la pensée émerge par moments. Se regrouper, c'est douloureux, parfois chaotique, souvent désorganisé, mais ça permet l'émergence de pépites, sur la tête ou pas, qui nous encouragent à persévérer. La réunion du 10 novembre. Mercredi, Albert a été élu président de la réunion du vendredi. Le vendredi, il est habillé sur son 31, comme à chaque fois qu'il est élu. Il est tendu. Avant la réunion, il a un temps de préparation avec l'animatrice. Il a du mal à rentrer dans la salle, renverse livres et fauteuils du salon. Il nous insulte, moi et l'animatrice, nous regarde de biais, la tête rentrée dans les épaules, un peu penchée en avant. L'animatrice peut me dire qu'Albert lui a confié qu'il avait peur de ne pas y arriver car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été élu président. Arrive le temps de la réunion. Bernard manque à l'appel, ainsi que Stéphane, soignant, qui est sur le groupe de Bernard. J'indique aux participants qu'ils vont nous rejoindre. Bernard, également très tendu, a été emmené en pièce ressources, mais Bernard préfère les toilettes qu'il appelle les toilettes ressources, qui sont juste en face de la pièce ressources. Mais aujourd'hui, il a bouché les toilettes et tiré la chasse d'eau, ça déborde. Ouverture de la réunion par le président. Il se ferme. Bonjour les connards. Se bloque, empêche l'animatrice de conduire la réunion et tente de la mettre dans le même état d'énervement que lui. Je prends la parole pour dire que le président est tendu, car cela fait longtemps qu'il n'a pas été élu. J'indique également que je suis un peu stressé, car cela fait longtemps que je n'ai pas été décideur, mais j'indique que je suis également content d'être là. Albert lâche un peu l'animatrice, ainsi que son rôle de président, il reste néanmoins à sa place. Arrive la rubrique du secrétaire. Les absents sont... Magali, monitrice éducatrice, est absente. Elle est absente depuis la rentrée de septembre.
Elle est en congé maternité. Le président coupe. C'est bon, on sait qu'elle est absente. Je reprends la parole. Peut-être que c'est difficile de parler toutes les semaines de l'absence de Magali. Elle nous manque, et c'est douloureux, mais elle va revenir. Ensuite, c'est la rubrique « Qui dit quoi ?». Les adultes annoncent la venue de l'association du Dit de l'eau la semaine prochaine. Ils vont nous présenter un spectacle. Ils ont passé les 2 semaines des vacances de la Toussaint à la Clé des Songes autour d'activités cuisine, danse et musique. Et ça les a beaucoup bousculés. Mais ils sont toujours là. Eddy demande la parole et parle de l'histoire qu'il a écrite dans le Petit Journal. Le Petit Journal est fait par le groupe de l'Éveil. Il est publié chaque semaine le vendredi, avec ce que les enfants ont eu envie de raconter de la semaine, illustré par des photos. Eddy est venu déguisé en sorcière ou princesse et a fait confectionner à l'interne des griffes. La lecture du texte le tient, la suite sera plus difficile, ne pouvant rester à sa place et se mettant en scène au milieu de la pièce. Robert, lui, s'est installé à côté du président. Il demande à pouvoir changer la flèche qui indique les changements de rubrique sur le tableau mural. Le président dit que cela ne nous dérange pas. Je valide la demande. Un peu plus tard, Samantha, qui se trouve sur son groupe, protestera. « Bah, pourquoi lui, il a le droit d'être debout et pas moi ?» L'année dernière, elle aurait fait une crise et aurait craché sur les adultes devant cette injustice. Rubrique suivante, sujet de discussion. Le ménage à la Clé des Songes. Le sujet est introduit, les adultes parlent de Sandrine, ASH, qui est actuellement toute seule à faire le ménage, Zina étant absente. On a habituellement 2 professionnels, enfin 1,5 postes pour l'entretien des locaux. Notre président, toujours en forme, dira « Salaud de poniche de faire le ménage ». J'interviens en indiquant que l'on essaie de faire tous le même travail, apprendre à prendre soin des uns des autres. Bernard, revenu, lève la main, attend un peu, puis pleure. Personne ne veut m'écouter. J'en ai marre. Bernard est notre doyen des enfants accueillis à la Clé des Songes. Pendant longtemps, Bernard ne tenait pas en place en réunion. Il ne trouvait pas de place et quand il en trouvait une, cela ne durait pas longtemps. On peut dire qu'il occupait tout l'espace, tant d'un point de vue physique que sonore. Depuis la rentrée, on a évoqué pour lui une augmentation du temps scolaire. Cela vient d'être effectif, une demi-journée supplémentaire. Ça le remue et il a peur qu'on l'oublie. Il peut enfin dire « Oui, mais si on ne salit plus Sandrine, elle va perdre son travail. Alors moi, je ne veux pas qu'elle parte. » Je lui réponds que si Sandrine a un peu moins de temps à s'occuper du ménage, elle peut être plus disponible pour s'occuper des enfants, car c'est le travail des adultes à la Clé des Songes. Germain sort brusquement de la réunion. Je demande à un adulte de l'accompagner. Peu de temps après, il revient en courant, barricade de l'intérieur la porte avec des chaises qui tombent, pour que l'adulte sorti ne puisse pas réentrer. Stéphane dit « Peut-être que Germain voudrait que quelqu'un soit à la porte pour se sentir sécurisé, parce que d'habitude c'est Axel qui tient souvent la porte, mais elle n'est pas là aujourd'hui. » On a oublié de parler de l'absence d'Axel. Je propose à Stéphane de se mettre à la porte. Germain retourne à sa place. Rubrique suivante, les râlages. Elisabeth râle contre Bernard qui lui a touché les parties intimes. Bernard dément. Je félicite Elisabeth d'avoir écrit un râlage, car il est arrivé que Bernard lui fasse un bisou sur la bouche alors qu'elle ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas dire non. Je rappelle les interdits. Bernard aura une amende et devra un pot à Elisabeth à la cafette. Bernard dira au moment du verdict, je ne lui paierai pas de pot. À la cafette, lui rappelant qu'il doit un pot, il me dira, je sais que je lui dois un pot. Deuxième râlage. Robert râle contre Frédéric, qui lui a mis un coup de poing dans le nez. Robert explique. Il m'embêtait, alors j'ai voulu lui mettre un coup de poing, mais je l'ai raté. Mais lui, il a réussi à m'en redonner un. Je rappelle qu'on a le droit d'être énervé, mais pas de se venger, ni de frapper l'autre ou de l'insulter. Je félicite Robert d'avoir écrit un râlage, car d'habitude, il a la rancune tenace et pense longtemps à comment pouvoir se venger. Frédéric aura une amende pour coup, et les deux enfants devront se payer un pot, parce que les deux ont eu d'abord l'intention de se faire mal l'un à l'autre. Rubrique métier. Samantha demande à être soigneuse de poissons. Les votes sont favorables, elle change de métier. Avant, elle était ménagère. Un adulte intervient. Il faudrait que l'on reparle des métiers, car Bernard fait son métier tous les midis de coiffeur, et du coup, Robert n'a pas de place pour faire le sien.
On en rediscutera. Le président saura mal tout le long de la réunion, dans la provocation, cherchant à mettre en colère l'animatrice. Il pourra dire au moment de la cafette « Ils font chier, mon droit de visite est annulé samedi, parce que c'est fermé. » Il est en colère, son droit de visite est annulé car samedi c'est le 11 novembre et les services sociaux sont fermés. Lui ne digère pas, mais peut enfin le dire. Nous avons commencé à faire la réunion, entre guillemets, parce que ça s'agit bien de souligner le fait qu'il faut faire et s'impliquer. Il y a une dizaine d'années, ça veut dire que j'en ai en gros quelques centaines à mon actif. Difficile de résumer tout ça, j'en suis bien incapable. Les premiers nous laissèrent un souvenir cuisant, c'était le mercredi matin et à 11h nous étions complètement rincés. Maintenant elle clôt la semaine le vendredi à 15h et devinez quoi, à 16h on est rincés. Mais au moins on a le week-end derrière pour se reposer. Quand on met ensemble dans une même pièce tout ce petit monde avec pour objectif de pouvoir se parler, s'écouter, s'entendre, forcément ça ne va pas de soi. Parfois on est découragé, on ne comprend rien, on a l'impression que ça ne marche pas. Comment demander à ces gamins-là, avec leurs difficultés tellement immenses et tellement diverses, de faire une réunion alors que bien des adultes en sont incapables. C'est vrai que parfois il y a plus d'enfants dehors que dedans, que ça crie, voire ça se bagarre. C'est vrai que certains enfants ont l'air de rien écouter ou entendre, entre parenthèses souvent en apparence. Les raisons de lâcher l'affaire ne manquent pas. On s'arrache les cheveux à imaginer des outils, chercher comment chacun pourra trouver sa place, améliorer l'ordre du jour, interdire tout objet ou hésiter, en autoriser 1, 2, 3, 4, être complètement submergé. Et pourtant, une chose est sûre, ça marche. On entend cet enfant qui parlait quasiment jamais, s'exprimer un jour, et, au bout de quelques années quand même, et finalement finir par présider la réunion. Tel autre qui les premiers temps se prenait une dizaine de râlages par réunion, finalement trouver sa place et finir par s'apaiser. Les souvenirs sont difficiles, sont nombreux, mais il y en a aussi de très bons, voire de merveilleux. Et puis si on ne la faisait pas la réunion, ce serait renoncer. Reconnaître que oui, c'est vrai, on ne peut pas se parler. Et pour reprendre finalement un titre que j'aime bien, mais qui était attribué à un autre sujet, on pourrait dire que faire la réunion, c'est un peu l'affaire du siècle. Se parler, au moins essayer. Ben voilà, on a quelques candidats à l'élection présidentielle qui sont en forme là à la clé des songes, donc j'espère qu'ils pourront prendre la relève. Et vous avez dû entendre voilà par quoi on est éprouvé et finalement comment justement cette question des angoisses archaïques de morcellement nous traverse, comment on peut les vivre aussi avec les enfants et tenter avec eux de tenir ensemble, de se parler et de s'écouter, de dialoguer, de mettre en récit nos émotions et nos sensations. Et donc on est toujours en recherche, en exploration, dans cette traversée qui ne s'arrête jamais. Quand bien même parfois on se dit tiens c'était bien cette réunion, on se dit mais est-ce que vraiment c'était bien? Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit c'était bien? Est-ce que c'est parce que c'était calme que c'était bien? Parce que finalement parfois on se rend compte que dans ce chaos, qui nous apparaît comme un chaos, quelque chose s'organise qu'on n'avait pas vu après tout. Voilà, donc voilà, bien, on peut échanger peut-être.